bonjour à tous, bienvenue à Faites-moi lire au Champ Libre. Aujourd'hui, nous avons la grande joie de recevoir Laurent Mauvigné pour un roman dans lequel on rentre comme un lieu, une maison restée longtemps vide, une photo au visage effacé, des objets qui gardent la mémoire mieux que les phrases avec la maison vide. Laurent Mauvigné remonte une lignée, traverse les guerres, les silences, les humiliations, les rapports de force et de domination, et pose une question simple et vertigineuse. Qu'est-ce qu'on hérite quand on hérite d'un manque? Bonjour Laurent Mauvigné. Bonjour. En fait, votre roman commence en 1976, quand votre père a rouvert la maison qu'il avait reçue de sa mère, restée fermée pendant plus de 20 ans. Alors déjà, je commencerai par peut-être préciser maison du narrateur, parce que c'est assez... Alors, bon, on pourrait parler de ça pendant des heures sur la question du narrateur. Est-ce que c'est l'auteur? Le moi social, le moi... Voilà, parce que c'est un petit peu complexe. À force de jouer sur ma propre mémoire et puis sur des choses inventées, à un moment, je ne savais plus très bien ce qui était de l'ordre du vécu ou du fantasmé. Donc déjà, je mets ce petit garde-fou quand même, de dire que je préfère plutôt rester sur la question du narrateur que sur moi, parce que je me sens pas complètement... ce narrateur, c'est pas complètement moi, même s'il y a une grande part de moi là-dedans. Ouais. C'est quand même hyper intéressant, parce qu'on sent chez vous quand même là peut-être un retour du balancier, parce que vous êtes quand même allé très très loin dans la conjugaison du réel et de la fiction, et de comment finalement on remplit les trous dans la raquette. Et là vous nous dites, ah non, attention, moi social, moi narrateur, c'est-à-dire qu'il y a un travail post-écriture là, dans ce que vous nous dites là, où vous avez besoin de refaire la distinction. J'ai besoin, parce que j'ai pas envie d'être malhonnête par rapport au lecteur. C'est pas, je peux pas dire que c'est pas moi, mais par exemple, j'arrive pas à le nommer, par exemple, ce narrateur. Je serais incapable de dire Laurent Mauvigné, ça serait pas juste de dire ça. D'ailleurs, tous les personnages, plus ils sont près de moi, plus ils sont récents, moins leur nom apparaît. C'est-à-dire, mon père, il n'y a rien. Mes grands-parents, par exemple, bon, Marguerite, si, mais par exemple, André, André qui devrait s'appeler, et qui s'appelle dans la réalité André Mauvigné, il n'y a pas son nom, par exemple. Non, mais il y a son prénom. Oui. Il y a son prénom. Oui. Et puis la génération d'avant, par contre, je peux aller jusqu'au nom, etc. C'est-à-dire que c'est des noms qui m'ont... de gens que je n'ai pas connus et que j'ai vécu comme des invitations au voyage, que j'ai vécu comme des espèces de poèmes presque, j'entendais des histoires sur eux, etc. Mais tout tenait dans leur nom d'une certaine manière. Alors qu'évidemment, plus je m'approche de moi, plus les noms s'effacent, parce que les personnes réelles avaient plus de poids, quoi, plus de force. Quoi. Alors, précisément, vous êtes à la fois héritier, comme vous nous l'expliquez, enquêteur, constructeur et colmateur. Comment vous réglez la bonne distance, la péréquation, sans précisément devenir prisonnier au sens large, mais avec ces formes d'emprisonnement possibles que vous évoquez? C'est là que justement l'importance, il y a vraiment deux axes sur lesquels je me suis appuyé, c'est vraiment la maison et le narrateur. Et le narrateur, il permet comme ça de se promener dans le temps d'une certaine manière, mais parce que dès que j'aborde par exemple 14-18 ou des choses comme ça, évidemment littérairement c'est des gestes qui ont déjà été faits et refaits, des matières comme ça. 14-18, la guerre c'est presque un genre littéraire, oui, et 14-18 est un genre dans le genre, en fait. Parce que l'horreur de la guerre la plus horrible. Ouais. Et donc évidemment quand on se promène là-dedans, qu'on va se promener là, on sait qu'on va avoir affaire à une part de fiction très forte, à des représentations historiques, mais qui sont quand même teintées d'imaginaire, de l'imaginaire collectif. Donc le narrateur, moi, il me servait un petit peu à aller me promener là-dedans en disant, bon, je vais essayer de faire ça, mais j'étais tellement pas sûr de moi de ce point de vue-là que j'avais vraiment besoin presque de noter, de faire du geste du narrateur une aventure en elle-même. Pour dire, bon, je vais essayer de raconter ça, mais je ne sais pas, j'ai ça comme élément concret et réel, et puis en même temps, tout le reste, j'ai le même imaginaire que nous tous, c'est-à-dire fait avec les livres qu'on a lus, les films qu'on a vus, etc. C'est-à-dire 14-18, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est pour nous? Ce n'est pas une réalité, c'est une réalité de cinéma. C'est muséal. C'est muséal, totalement. Donc c'est très difficile effectivement de jongler avec ça, mais quand on en a conscience,
je crois qu'il faut, plutôt que de le nier, c'est ce qui fait que c'est un roman écrit aujourd'hui d'ailleurs, hein, il faut travailler à partir de ça, quoi, et assumer. Donc pour moi, c'était important d'écrire à partir d'aujourd'hui, de dire voilà, je suis quelqu'un à ma table et je vais entrer dans une matière qui se fictionnalise au fur et à mesure parce que plus on retourne comme ça dans le temps, plus on se retrouve. Quand vous, par exemple, décrire un arrière-grand-père dont on a à peine une photo, un visage grisé comme ça, et vous le voyez en redingote ou je ne sais quoi, redingote, tout de suite, on pense à Balzac, on ne pense pas du tout à son arrière-grand-père. Bien sûr, voyez, bien sûr. Et donc, obligatoirement, ça contamine complètement le récit. J'avais, pour ma part, dans les choses concrètes, moi, des histoires que j'ai entendues souvent de ma mère ou de ma tante, mais qui sont des histoires qui étaient toujours teintées de variations, parfois qui étaient importantes, de versions qui étaient parfois différentes. Donc ce qui était vécu, pas vécu, j'allais dire, j'en sais rien. En revanche, ce que je sais, c'est que moi, en les écoutant enfants, je les ai vécus, j'allais dire, réellement. C'est-à-dire, ces histoires, elles se sont imprégnées en moi. Oui, dans votre chair. Dans ma chair, vraiment. Et du coup, j'ai la sensation d'avoir des souvenirs d'images, parce qu'elles se sont imprégnées en moi très fortement. On a une conscience narratrice. Hein. Voilà, ouais. Et alors qu'effectivement, ce sont des choses que je n'ai pas connues. Vous disiez, votre livre, il progresse par spirale avec des retours qui reconfigurent le passé. Alors j'ai une question très simple. Pourquoi vous êtes remonté à votre arrière-grand-père et grand-mère ? Si je vous pose la question, c'est que finalement, un des ressorts, à mon avis, sauf si je me trompe, c'est quand même le rapport pas de détestation, mais le rapport de relatif rejet par Marie-Ernestine de Marguerite, qui va être un élément fondamental, psychologique. Donc vous auriez pu revenir simplement à Firmin. Pourquoi vous êtes remonté ? Qu'est-ce qui vous a fait que vous avez décidé, vous dites, là c'est bien, là c'est c'est le bon empan chronologique. Hein. Alors, c'était un petit peu compliqué parce qu'au départ, je voulais vraiment... le centre du roman, c'était vraiment Marguerite. Oui. Je voulais comprendre qui était cette... pour le coup, ça c'est totalement vécu, cette grand-mère effacée des photos familiales. Moi, je me souviens d'avoir vu ces images enfant du visage retiré ou découpé de ma grand-mère. Et quand je demandais à ma mère qui était... J'aurais jamais osé demander à mon père qui était sa mère. Jamais. Donc je demandais à ma mère et qui me disait c'était une mauvaise femme. Question suivante, quoi. Et donc j'avais besoin d'écrire sur elle. Ça me parlait de mon père d'une certaine manière. Et puis j'avais cette image de mon père, un enfant de 7 ans, en train de regarder cette femme se faire tondre à la Libération. Donc j'avais besoin de comprendre ça. Mais plus j'avançais, je me disais, pour que je la comprenne elle, il faut aussi que je comprenne son parcours. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai trouvé la Légion d'honneur de l'arrière-grand-père Jules. Il y avait toute cette histoire sur l'arrière-grand-père, héros de Verdun et tout ça. Et donc je me disais, je ne comprends pas comment la fille d'un héros de Verdun devient le déshonneur d'une famille. Je me disais, il se passe quelque chose aussi de ce côté-là. Et je me dis, mais est-ce que cette histoire-là, est-ce que l'histoire de Marguerite, elle ne commence pas avec ses parents. Donc on remonte déjà jusqu'à Verdun, etc. Mais c'est pareil, je ne peux pas comprendre Marie-Ernestine si je ne comprends pas ses propres parents. Donc évidemment, on peut remonter très loin comme ça. Et je me suis dit, mais sauf que je ne vais pas faire ça, évidemment, parce qu'à un moment, ça n'a plus aucun sens. Et je me suis aperçu qu'au fond, ce qui solidifiait tout ça, c'était la maison. Et donc j'ai eu besoin, à un moment, de poser comme acte fondateur du livre, c'est-à-dire la maison, c'est la métaphore du livre. Donc je me suis dit, il faut que je parle de la construction de la maison. Je pose la maison comme objet construit à partir de quoi le récit peut se déployer. Et c'est le point unitaire, en fait, du livre. Donc, j'allais dire, c'est un peu le personnage principal, finalement. Parce que la maison, elle est là un peu... alors, c'est idiot, hein, mais je pensais à Baudelaire, je pensais à la question de la beauté, à cette idée de la beauté comme une sorte de froideur un peu désincarnée qui vous regarde de haut. La beauté est comme quelque chose d'un peu hautain, de condescendant avec les humains qui s'agitent autour d'elle, quoi. Et je la voyais un peu comme ça, et du coup je me disais, la maison elle reste là, elle ne bouge pas.
et elle voit passer toutes ces générations. Et donc c'était ça. Donc je me suis dit ça peut pour le coup donner vraiment je veux dire un écrin, j'aime pas ce mot, mais un lieu. Un fondement, en tout cas. Pour essayer d'essayer de comprendre. Alors évidemment, du coup, j'étais parti entre ce que je voulais faire pour moi, puis d'un seul coup, quand j'en parlais à des gens, mais les gens me disaient mais ça existe déjà, ce livre, c'est La marche de Radetzky de Joseph Roth. Alors je dis bon, je vais lire le livre, je regarde comme ça. Effectivement, c'est assez classique, ces questions d'une génération qui honore sa famille souvent dans la guerre, et la génération d'après, ou celle encore d'après, qui fait le chemin inverse, quoi. Donc ça m'intéressait beaucoup d'essayer de comprendre un peu toutes ces filiations, ces héritages, mais ce qui se passe d'un point de vue souterrain, quoi. Alors, dans les choses souterraines, donc on a la maison, on a un élément aussi fondamental dans la maison qui est le piano, et on a des personnes qui vont y vivre, mourir, se reproduire. Et donc, ça touche tout de suite une question qui est assez importante, qui est la question de la sexualité, qui devient de plus en plus importante au fil des pages. Ce n'est pas une parenthèse pour vous, la sexualité. C'est un lieu où se jouent des formes de honte sociale, de domination, d'assignation. Comment vous faites pour écrire cela sans juger vos personnages précisément? Et ce qui est quand même une réussite, c'est-à-dire que les pages, par exemple pour Marguerite et André, quand vous parlez du moment, l'acmé de leur amour, c'est une sexualité dévorante, quoi, des journées à faire l'amour avec une avidité magnifique. Comment vous avez conçu ça? Disons que ça s'est inscrit, la question de la sexualité, elle s'est inscrite avec, j'allais dire avec toutes ses facettes, parce que c'est vrai que par exemple Marguerite et André, j'allais dire, c'est un petit peu, pour moi, c'était un petit peu le contraire de ce que sa mère avait vécu. Donc il y a toujours des jeux comme ça de renvoi d'un personnage à l'autre ou d'une période à l'autre pour essayer de cerner un sujet, d'essayer de lui donner une forme, en fait, des jeux de rapport, quoi. Et la sexualité, elle s'inscrit, j'allais dire, plus généralement dans la question du corps et de la question ou de l'empêchement, ou de la contrainte, ou des injonctions faites au corps. Alors on est quand même à la fin du 19e siècle jusqu'à on va dire les années 50, quoi. Donc là où les corps n'appartiennent pas aux gens. Ils sont corsetés, oui, c'est ça. Oui. Et c'est-à-dire, alors évidemment, on me parle beaucoup du féminisme et du rapport des femmes dans ce livre, c'est central, mais c'est aussi vrai des hommes. C'est-à-dire que les hommes, ils ont des injonctions, ils doivent tenir leur rôle un petit peu comme ça, peut-être un peu de fier à bras, j'allais dire, d'aspirants patriarches. S'ils ne sont pas ça, on les jette. Et leur corps ne leur appartient pas. Ils sont soit des forces de travail, soit de la chair à canon. Donc il y a ça pour les hommes. C'est très fort chez vous, ça. Ça, pour moi, c'est très important. Ouais. Et puis, il y a les femmes qui sont, elles, cantonnées à des fonctions subalternes, et où il y a la question du désir et du corps, ou une fois encore, qui ne leur appartient pas. Donc à chaque fois, donc la sexualité, elle est extrêmement importante parce qu'elle est une sorte de lieu du corps où chacun, malgré tout, essaie de se réinventer et de trouver un lieu de liberté possible. Ce qui est très fort pour Marguerite. Ouais, pour Marguerite, c'est vraiment un enjeu crucial. Alors que pour sa mère, pas du tout. Pour sa mère, au contraire, ça devient une... Et précisément, qui va faire que sa mère ne va encore moins comprendre, mais de toute façon, elle n'était pas disposée à vouloir comprendre sa fille non plus. Donc, il y a quelque chose de très feuilletonnant dans votre écriture. C'est-à-dire, pour tout vous dire, je me demande si c'est une œuvre qu'il faut lire ou qu'il faut écouter. Je trouve que c'est deux possibilités très riches, et j'ai fait l'essai en fait pour tout vous dire, et ça marche parfaitement. C'est-à-dire, je pense que réellement, ça pourrait être donné dans un théâtre, peut-être une version un petit peu, peut-être un petit peu raccourcie, mais il y a une extrême oralité. Et je voudrais parler d'un point précis avec vous, qui est la question, moi j'ai trouvé qu'il y a une sorte d'oralité du conte chez vous, dans votre manière, la manière du narrateur d'écrire. On a l'impression d'être à la limite au coin du feu en train d'écouter quelqu'un raconter quelque chose.
Alors, je suis très content que vous me parliez de ça parce que c'est vrai qu'on m'en parle assez peu en fait de cette dimension-là, alors que pour moi, elle est essentielle dans mon travail. Parce que, par exemple, à la maison, je suis retourné la voir il y a 4 ans et je me disais, c'est quand même fou, juste avant de commencer l'écriture du livre. Et mais dans mon imaginaire, dans mon souvenir, elle est beaucoup plus grande que ce qu'elle est en réalité. Bien sûr. Et l'enfance a une part vraiment très importante. Alors c'était déjà le cas dans mon livre précédent, dans Histoire de la nuit, mais là c'est vrai qu'il y a cette dimension du conte, dans les deux sens d'ailleurs, du conte pour enfants, mais aussi dans le sens effectivement de conter des histoires, de raconter des histoires, aussi bien pour les adultes. Mais les deux coexistent aussi parce que ce que j'aime et dans les contes et dans la question de raconter, c'est ce rapport qu'on inscrit entre prendre quelqu'un par la main pour lui raconter des vérités qu'il n'a pas envie d'entendre. Ouais. Ça m'intéresse beaucoup. Comment on fait pour aller creuser. Et puis, c'est une réminiscence d'une... Alors, dit comme ça fait très prétentieux, mais bon, tant pis, je suis désolé, je vais y aller. C'est une réminiscence de Dante. Virgile emmène Dante aux enfers. Et vraiment, c'est par la main, quand on l'emmène, on va t'emmener dans un endroit où tu ne veux pas aller parce que c'est un endroit terrible. Et donc, pour moi, je me dis que la fiction, elle a ce pouvoir-là, pour peu qu'elle prenne le temps de le faire, de nous accompagner vers des endroits qu'on n'a pas envie de rencontrer, parce que c'est des endroits qui vont parler de choses difficiles, de choses qu'on cache, de choses que la vie a plutôt tendance à soustraire à notre regard, mais il faut y aller au contraire. Alors chez vous, il ne faut pas abandonner tout espoir, contrairement à ce que dit Virgile au début de l'enfer. Il y a de l'espoir, on va y revenir. Merci pour cette parenthèse sur l'oralité qui me semble mais un point essentiel de votre travail et qui signe là une grande singularité de votre style. Je parlais des rapports, on ne va pas faire trop de rapports, que certains ont évoqué Proust, etc. Je voulais vous parler d'une personne, alors c'est peut-être très particulier, mais en vous lisant, j'ai pensé à Tolstoï. Alors, Tolstoï de Guerre et Paix, mais aussi de la sonate à Kreutzer sur le féminisme. Ah oui. Et je me suis dit, c'est très curieux parce que c'est spécifique, l'écriture russe. Ouais. Ah mais oui, mais c'est drôle parce que c'est bien que vous me parliez de ça, parce que les écrivains russes, finalement, je m'aperçois que j'en parle jamais, alors qu'ils ont extraordinairement compté pour moi. Eh ben, oui. Et par exemple, je sais pas, je me dis, je crois que j'ai à peu près lu tout ce qui est disponible en France de Dostoïevski. Tolstoï, par exemple, il y a un livre très court, La mort d'Ivan Ilitch. Je sais pas, j'ai dû le lire 10 fois, ce livre-là. Et c'est vrai que c'est très curieux parce que j'en parle assez peu. Et il y a un auteur plus récent, Léonide Tsipkine. Il y a 2 livres en français. Et il y en a un été à Baden-Baden, par exemple, qui a beaucoup compté pour moi. Dans l'écriture, là, pour le coup, plus dans des questions d'écriture. Mais c'est vrai que c'est... alors peut-être que pour moi, celui qui aura été pour ma génération, le Dostoïevski de notre génération, il n'est pas russe, il est autrichien, peut-être c'est Thomas Bernhard qui aura eu un peu ce rôle-là, en fait, d'une certaine manière. Parce que c'est vrai que moi, quand je lisais les Russes, j'étais aux Beaux-Arts, j'avais 20 ans et je me disais, mais de toute façon... on ne peut plus faire de romans comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire. Et quand j'ai lu, bien après, Thomas Bernhard, je me suis dit, ah tiens, là il y a une porte pour retrouver le roman russe, mais avec quelque chose d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et ça, pour moi, ça a ouvert énormément de choses. Et bien justement, dans cette tonalité de Bernhard, il y a dans votre remémoration une tonalité globale quand même plutôt triste, plutôt fatale, d'un certain fatalisme, comme si la mémoire... était avant tout une gravité. Il y a des îlots de joie, bien sûr, d'intensité lumineuse. La relation Marguerite-Paulette en fait partie, d'ailleurs. Mais l'ensemble reste une sorte de comédie un peu triste et fatale. Ouais, alors, vous savez, j'ai mis en exergue du livre, j'ai mis une phrase de René Boilev. Je ne me souviens plus exactement de la phrase. J'aurais pu en mettre une autre que j'adore, qui est très courte, mais que j'adore, qui est « Heureux, moi, j'aurais honte ». Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de cette... Est-ce que c'est la condition amniotique même de la mémoire, une forme de tristesse ? De tristesse, je ne sais pas, mais de gravité sans doute. De gravité, en tout cas. Parce que
La mémoire, c'est forcément la question de la perte. Hein. Donc, et c'est de la perte et en même temps de cette espèce de mouvement très beau, d'une profonde mélancolie, mais d'une profonde joie. Je veux dire, parce qu'on dit la tristesse, mais la joie aussi est grave. Une joie profonde, elle est grave. Oui, bien sûr. Et, les moments de bonheur comme ça, les épiphanies comme ça, les moments de densité comme ça, quand vous réussissez à les retrouver, mais vous ne savez plus si c'est de la joie ou de la tristesse. Quand c'est absolument intense, absolument prégnant en vous, ces moments lumineux, de cette luminosité-là, le bonheur comme ça, ce bonheur-là, il a une gravité qui se confond à la tristesse. Mais c'est impossible de dire est-ce que c'est heureux ou malheureux. Ça n'a plus vraiment de sens, à vrai dire. Ces mots-là deviennent un peu impuissants à décrire ce qu'on peut ressentir. Alors précisément, l'écriture, elle ne déploie pas une sorte de rituel consolateur, de rituel de consolation et de réparation. J'ai besoin que cette question on me la pose parce qu'à moi-même, je me la pose pas, je la repousse toujours, cette question. Et la réparation, au fond, je crois pas parce qu'on réparera jamais rien. Ouais. Les gens qui sont morts, ils sont morts, ça les rendra pas. Un livre ne peut rien. Mais par contre, peut-être un peu de consolation, peut-être. Ouais, c'est ça. Peut-être une sorte de rendre la vie un peu moins dure, quoi. La mort, c'est pas un problème pour les morts. Hein. Non. C'est un problème pour ceux qui restent. Oui, hein. c'est ça. Ouais. Mais en même temps, j'aime beaucoup, alors, c'est ma matinée, bonjour citation, cette petite phrase de Montaigne, je m'accroche beaucoup à ça. La mort tant que je suis vivant ne me concerne pas, dès que je serai mort, elle ne me concernera plus. Oui, c'est ça. Et je crois que c'est vrai. Donc les livres, ils parlent de ça, mais effectivement, on est du côté du vivant. Et le livre, il doit rester du côté du vivant. C'est à la fois on peut dire, le côté consolation, tombeau, etc. Oui, mais l'écriture, elle est toujours du côté de la vie parce qu'elle agit comme une sorte de sismographe. Elle agit comme des tremblements de terre, comme des mouvements organiques. Elle agit comme quelque chose vraiment de vivant. C'est-à-dire qu'elle résiste à la mort, tout le temps. Une question très particulière. J'ai senti une variation de la force du Jedi, je blague. Il y a quand même un moment où votre emploi des adjectifs, des adverbes ont une petite tonalité un petit peu plus marquée, un tout petit peu plus violente qu'il aurait fallu, avec un personnage dans votre roman, où je trouve vous perdez votre équanimité très légèrement, très subtilement, qui est Tonton Bonbon, qui est Rubens. Je trouve que votre manière de traiter Rubens, c'est quelque chose d'un tout petit peu différent des autres. Oui, c'est vrai. En écrivant, je me voyais faire ça. Mais ça, peut-être parce que ça touche quelque chose dont j'ai vraiment entendu parler, qui a vraiment été une sorte de tabou familial. Alors qu'en réalité, le vrai Tonton Bonbon dans la vie n'était pas du tout notaire, il n'avait rien à voir avec Rubens ni avec Lucien. L'histoire n'est pas du tout celle-ci. Mais par contre, l'histoire d'héritage, de tous ces doutes, toutes ces questions sur ça, ça par contre, ça c'est vrai. Et c'est des choses que j'ai entendues, mais qui ont été tellement, je pense, douloureuses, tellement souterraines, que là, quelque chose peut-être s'est joué, mais peut-être presque à mon corps défendant, de peut-être effectivement une part peut-être plus liée à mon père, peut-être plus directe. Oui, ça se sent. C'est difficile. C'est pour ça que je voulais vous poser la question, parce qu'on sent qu'il y a un truc là qui se joue. L'épisode du paquet de clopes, c'est vous qui l'avez inventé ou... Le paquet de clopes, oui, ça s'est totalement inventé. Ouais. Ouais. Mais il y a des choses, par exemple, l'histoire de Marguerite et Paulette avec Monsieur Claude, qui alors s'appelle pas du tout Monsieur Claude. Mais ça lui allait bien. Ben oui, ouais. Il se trouve que les vêtements Claude ont existé, mais c'est pas du tout ces gens-là. Et en tout cas, à l'époque, ça s'appelait pas les vêtements Claude à l'époque des faits du livre. Mais l'histoire en question, elle est par contre vraiment, je l'ai prise sur une autre histoire réelle avec des gens de la famille, mais dans un autre contexte, quoi. Et donc tout ça se mélange. Et ce qui est amusant, c'est que parfois il y a des choses qui sont très vraisemblables, qui ont été inventées, et d'autres qui paraissent plus
a priori improbables et qui sont totalement réelles, quoi, totalement vécues. De belles hybridations. Mmh. Dernière question, Laurent Mauvigné. Y a-t-il une pièce de la maison que vous n'avez pas réussi ou voulu ouvrir, ou que l'écriture n'a pas réussi à ouvrir? Quelque chose qui vous a résisté ou qui vous a fait mal, mais que vous n'avez pas voulu ouvrir? Disons qu'il y a quelque chose qui est... pendant tout le livre, j'essaie de montrer que les gens viennent avec leurs secrets, et pour qu'un secret soit un secret, il faut qu'on dise qu'il est un secret. Qu'on ne dise pas de quoi il est fait, c'est sa nature, mais il faut qu'on dise qu'il existe. C'est-à-dire qu'il faut qu'on dise, il y a un endroit auquel on ne pourra pas accéder, mais donc on fait tout un petit décorum autour, mais par contre on ne le dit pas. Mais il faut qu'on dise qu'on ne va pas le dire. Et il se trouve, je me suis aperçu, en discutant avec des lecteurs, je me suis aperçu qu'en fait j'ai fait la même chose, puisque la mort de mon père, j'en parle, mais je ne dis rien dessus. Et donc ça, je crois que c'est l'endroit où je ne peux pas entrer.